Un vent glacial balayait le sommet du Mont Blanc, emportant des particules de neige qui aveuglaient la vue. Vincent Marchand, géologue expérimenté, ajustait sa corde d'assurage tout en observant l'entrée nouvellement dégagée d'une crevasse dans la roche, révélée par le lent dégel estival. C'était un passage que la montagne gardait depuis des décennies, scellé par des couches de glace et de pierre, depuis la disparition inexpliquée du groupe de randonneurs en 1982. Vincent ressentait le poids du mystère qui planait sur le lieu. La disparition des 5 jeunes gens se murmurait encore dans les villages alpins, au milieu de rumeurs d'avalanches, d'enlèvements ou d'accidents que la montagne refusait de révéler. Et maintenant, elle était là, devant lui, la preuve de quelque chose de caché depuis 20 ans, une ouverture qui vibrait d'histoires que personne ne voulait se rappeler. De l'autre côté de la crevasse, dissimulé dans l'ombre du flanc de la colline, un observateur silencieux notait chacun des pas de Vincent. Étienne, ancien guide de la région et rescapé d'une expédition rivale des années auparavant, avait passé des années à étudier les montagnes et leurs secrets. Sa présence était discrète, presque imperceptible, mais son regard trahissait des intentions insoupçonnées. Il n'était pas un simple spectateur, il en savait trop sur ce qui se cachait derrière la glace. Tandis que Vincent ajustait son équipement, des souvenirs du passé lui revinrent en mémoire. Il se rappela les récits des villageois, d'étranges lueurs dans la neige, des cris étouffés lors des nuits d'orage et des traces qui semblaient se fondre dans l'air glacial. Chaque détail portait un avertissement silencieux. La montagne ne livrait pas facilement ses secrets. Le groupe de randonneurs disparus était jeune et insouciant, mais personne n'aurait pu imaginer que la nature et le temps conserveraient leurs traces pendant 20 ans, jusqu'à ce que la chaleur du dégel révèle enfin le passage. Vincent savait que le moindre faux pas pourrait sceller son destin, comme ce fut le cas pour eux. Il prit une profonde inspiration, partagée entre la peur et la fascination qui le poussaient à avancer. La crevasse semblait vivante. Des roches érodées et de la glace craquelée indiquaient une entrée qui n'était pas seulement géologique, mais comme si la montagne elle-même avait tendu un piège aux curieux. Vincent n'était pas le seul à être curieux, mais il n'était pas en sécurité pour autant. Étienne gardait ses distances, calculant chacun de ses mouvements, comme si le temps lui-même était de son côté. Le ciel se dégagea lentement, dévoilant la vallée en contrebas, où les maisons et les chaumières paraissaient insignifiantes face à l'immensité de la montagne. La crevasse qui s'ouvrait devant eux semblait promettre des réponses, mais aussi une menace. Qui trouverait Vincent? Des corps conservés par la glace, ou quelque chose de plus sinistre, nourri par la curiosité humaine? Tandis qu'il préparait sa lampe torche et ajustait son sac à dos, une étrange sensation lui parcourut l'échine. Un bruit sourd, comme celui de quelque chose qui se traînait dans le passage, résonna, peut-être le vent, peut-être quelque chose qui l'attendait depuis des années. Vincent fit son premier pas dans l'inconnu, et le monde qu'il connaissait se rétrécit, comprimé par la glace et le silence mortel de la montagne. L'histoire allait se dérouler, mais d'une manière totalement imprévisible. Ce que Vincent ignorait, c'est que chacune de ses décisions était scrutée et que chaque action avait des conséquences qui dépassaient largement sa simple survie. Le soleil matinal se reflétait sur les pentes enneigées du Mont Blanc, illuminant les moindres fissures et les rochers mis à nu par la fonte des neiges. Vincent Marchand n'était pas seul au pied de la montagne. Autour de lui, le campement de fortune témoignait d'une préparation minutieuse. Cordes enroulées, piquets métalliques enfoncés dans le sol rocailleux et matériel d'escalade soigneusement rangé indiquaient qu'il n'était pas un simple touriste, mais un homme déterminé à affronter la montagne en quête de réponses. Camille Duval, historienne locale et spécialiste des disparitions dans la région, s'approcha de Vincent, un carnet recouvert d'une fine couche de neige à la main. Sa passion pour le mystère du groupe disparu en 1982 était connue des habitants de Chamonix, mais peu comprenaient l'intensité de son engagement. Si nous trouvons quoi que ce soit, il faut le documenter soigneusement. Le moindre détail pourrait être la clé pour comprendre ce qui s'est passé il y a 20 ans, dit-elle d'une voix ferme qui perçait le vent glacial.
Vincent hocha la tête, les yeux rivés sur l'ouverture révélée par la fonte. La glace ancienne, teintée de nuances jaunâtres et grises, ressemblait à des ossements fossilisés, et il éprouvait un mélange de fascination et d'appréhension. Camille observait chacun de ses gestes, comprenant que la détermination de Vincent dépassait la simple curiosité scientifique. Il y avait quelque chose de personnel dans ce risque calculé, quelque chose qu'il n'avait pas encore révélé. Pendant qu'ils ajustaient leur équipement, Étienne apparut presque comme un fantôme, gardant ses distances, mais observant attentivement chacun de leurs mouvements. Son histoire était plus complexe. Il avait perdu un ami lors d'une expédition rivale des décennies auparavant, et depuis, il était obsédé par la protection des secrets de la montagne. Personne au village ne savait exactement ce qu'Étienne cachait, mais ses gestes prudents et sa vigilance constante laissaient supposer une connaissance approfondie des sentiers secrets du Mont Blanc. Les précédentes ascensions de Vincent et Camille leur avaient permis d'étudier non seulement la géographie, mais aussi l'histoire et la culture locale. Ils passèrent devant la petite chapelle Saint-Michel, construite au XVIIe siècle, dont les murs portaient d'anciennes inscriptions mentionnant des disparitions mystérieuses et des phénomènes inexpliqués. Entre légendes et récits historiques, les événements de 1982 prirent une autre dimension. La disparition du groupe n'était pas un cas isolé, mais s'inscrivait dans une série d'événements inexpliqués recensés dans la région depuis le XIXe siècle. Au camp, les assistants techniques et les guides locaux apportaient une grande diversité d'expériences. Lucien, spécialiste de l'escalade sur glace, parlait peu, mais ses gestes précis et rapides trahissaient une confiance absolue. Sophie, cartographe et géomètre, étudiait des cartes anciennes et modernes, signalant les incohérences qui pouvaient indiquer des passages secrets ou instables. Chacun avait son rôle, mais tous partageaient le sentiment d'être observés par une force supérieure, une présence qui transcendait toute limite humaine. Le passé du groupe disparu commença à se dévoiler grâce à des dossiers, des lettres et des témoignages de survivants indirects. Vincent et Camille découvrirent que les jeunes de 1982 avaient emprunté un itinéraire d'exploration inhabituel, s'écartant des sentiers principaux. L'avalanche, d'abord suspectée, semblait désormais n'être qu'un prétexte à quelque chose de plus profond. La crevasse nouvellement exposée pouvait être le passage même qui les avait piégés, enfouis sous des couches de glace pendant des décennies. Tandis que Vincent examinait la crevasse, Camille s'approcha, lui tendant une vieille carte détaillant les grottes et les tunnels naturels du massif. Les lignes étaient effacées, mais elles indiquaient un passage qui semblait inaccessible sans équipement spécialisé. Si nous avons raison, ce que nous trouverons dans ce passage pourrait changer tout ce que nous savons sur ces disparitions, dit Camille en désignant le chemin suggéré. Et il ne s'agit pas seulement d'elle, il s'agit de quelque chose que la montagne protège depuis longtemps. Au milieu de cette tension palpable, de brefs instants d'humanité et de complicité émergèrent. Vincent et Camille partagèrent des souvenirs d'explorations passées, des récits des villageois et de petites coïncidences qui avaient failli tourner au drame. Chaque dialogue, concis, révélait pourtant différentes facettes de leur personnalité. Courage, obsession, peur et compassion coexistaient en un équilibre fragile, à l'image de la montagne qui les entourait. Étienne, toujours en retrait, n'intervenait qu'en cas de nécessité, guidant silencieusement pour éviter les risques, mais gardant toujours la maîtrise de la situation. Sa motivation devint limpide. Non seulement protéger la montagne, mais aussi quelque chose qu'elle recelait, quelque chose qui ne pouvait être révélé sans conséquences dramatiques. Un secret liait son passé à l'expédition de 1982, et bien que Vincent et Camille l'ignorassent, la confrontation avec Étienne allait devenir inévitable. Alors que le groupe s'apprêtait à pénétrer dans la crevasse, les sons ambiants étaient intenses et envoûtants. Le craquement de la glace, le vent glacial, l'écho lointain des rochers qui se détachent. Le paysage français, avec son histoire, sa culture et sa géographie unique, influençait chaque décision, chaque pas calculé. Ce n'était pas qu'une simple montagne,
C'était un monde vivant, plein de mystères, de dangers et d'histoires qui ne demandaient qu'à être révélées. L'intérieur de la crevasse était étroit et humide, un tunnel glacé qui craquait sous chaque pas de Vincent et Camille. L'air froid leur brûlait les poumons, et le silence pesant semblait amplifier chaque son, le craquement d'une pierre instable, le grincement d'une corde, l'écho de leur propre respiration. Chaque mouvement exigeait une attention totale. Une erreur pouvait signifier une chute fatale ou un emprisonnement dans un labyrinthe de glace. On dirait que les vents d'été ont creusé des sentiers que personne n'aurait dû voir, remarqua Camille, sa voix résonnant contre les parois de glace. Elle éclaira le sentier avec sa lampe torche, révélant d'anciennes marques sur les rochers, signe que le groupe disparu était passé par là avant eux. Le suspense grandissait à chaque pas. Alors qu'ils progressaient, une avalanche de glace partielle bloqua temporairement le passage. Lucien sortit rapidement ses outils d'escalade, coupant et dégageant les obstacles, mais l'effort physique et la pression émotionnelle commencèrent à épuiser le groupe. Vincent sentait l'angoisse grandir. Ce n'était pas seulement la difficulté physique, mais aussi la sensation que quelque chose ou quelqu'un les observait dans l'obscurité. Étienne, posté à un endroit stratégique du tunnel, intervenait subtilement, créant des obstacles d'apparence naturelle, mais savamment orchestrés. Un éboulement, une rafale de vent qui faillit éteindre la lampe torche de Camille. Autant d'obstacles en apparence fortuits, mais tous conçus pour éprouver la détermination de Vincent. Étienne voulait sonder leurs limites et évaluer leur résistance. Pendant ce temps, Sophie décelait dans la glace des signes qui n'étaient pas seulement naturels, d'anciens symboles gravés dans les parois et des empreintes de pas datant des années 1980. Chaque découverte accentuait la tension. Camille se pencha sur les symboles, tentant de les déchiffrer, mais l'urgence de l'espace confiné l'empêchait de se concentrer pleinement. Vincent comprit que la pression du tunnel transformait chaque interaction en une épreuve autant psychologique que physique. La relation entre Vincent et Camille commença à se fissurer. De petits désaccords sur le chemin à emprunter s'envenimèrent, exacerbés par la peur et la claustrophobie. Chaque choix, à gauche ou à droite, en avant ou en arrière, avait des conséquences immédiates. La montagne imposait sa propre logique, mais la présence d'Étienne compliquait tout. Il manipulait les situations sans se dévoiler, instaurant une tension silencieuse. Au plus profond du tunnel, ils découvrirent des traces encore plus troublantes du groupe disparu. Des sacs à dos partiellement conservés, des cordes usées, des restes de matériel d'escalade rongés par le temps. Chaque découverte confirmait que les jeunes de 1982 avaient affronté le même passage, mais qu'aucun n'était parvenu à le franchir. Vincent sentit un frisson le parcourir. Ce n'était pas qu'une simple expédition archéologique. C'était une épreuve d'endurance, de courage et peut-être même de santé mentale. Le premier rebondissement majeur survint lorsqu'une ouverture latérale révéla une chambre partiellement dissimulée. Ce petit espace irrégulier contenait des restes de corps et d'objets étonnamment bien conservés, mais aussi quelque chose d'inexplicable. Une inscription qui semblait récente, gravée dans la glace fraîchement fondue. Étienne, silencieux, se tenait à l'entrée de la chambre en bloquant partiellement le passage. Son expression était indéchiffrable, alerte mais distante. La tension atteignit son paroxysme lorsque le groupe comprit que la crevasse n'était pas un simple tunnel de glace, mais un labyrinthe partiellement instable, sujet aux effondrements et aux pièges naturels. Chaque pas en avant impliquait un risque calculé. Chaque décision engendrait un conflit intérieur et extérieur. Vincent était confronté à la peur et à la responsabilité. Camille luttait contre l'anxiété et le besoin de tout documenter, tandis qu'Étienne semblait contrôler silencieusement le rythme du récit, les mettant à l'épreuve à chaque instant. Sophie montra du doigt de petites fissures qui révélaient une instabilité structurelle. Lucien consolida les points critiques avec des outils de fortune, et Camille tenta de déchiffrer des symboles qui semblaient contenir des instructions ou des avertissements. Le conflit n'était plus seulement physique, il était devenu intellectuel, émotionnel et psychologique. Le groupe comprit que la montagne était plus que de la roche et de la glace.
c'était une présence vivante, gardienne de secrets capable de bouleverser leur existence à jamais. Au fur et à mesure de leur progression, ils découvrirent des indices, laissant penser qu'ils n'étaient pas seuls dans le tunnel. Des traces de pas récentes, du matériel déplacé, des objets déplacés de façon apparemment intentionnelle. Étienne, qui jusque-là semblait distant, était désormais un acteur à part entière, manipulant le récit sans se faire remarquer. Il contestait chaque décision, chaque action, sans jamais dévoiler pleinement ses intentions. Le désespoir commença à s'installer lorsqu'une petite avalanche interne bloqua partiellement la sortie de la chambre, obligeant le groupe à improviser des solutions risquées. Vincent et Lucien s'efforcèrent de stabiliser le passage, tandis que Camille tentait de calmer les esprits. Sophie, remarquant un autre itinéraire indiqué sur de vieilles cartes, suggéra une sortie plus dangereuse, mais peut-être plus rapide. Le conflit culmina en une série de choix cruciaux: avancer sur un chemin instable, au risque de s'effondrer, ou battre en retraite, risquant de perdre la chance de découvrir la vérité sur les disparus. La tension émotionnelle atteignit son paroxysme, chaque personnage confronté à ses peurs et à ses limites. Vincent comprit que le véritable combat n'était pas seulement contre la montagne, mais contre la nature humaine elle-même. Curiosité, peur, courage et obsession s'entremêlant dans une épreuve cruelle. À la fin du chapitre, le groupe se retrouve dans une impasse, épuisé, effrayé et conscient que chaque décision future aura des conséquences imprévues. L'histoire progresse et les personnages gagnent en complexité, révélant leurs faiblesses, leurs forces et leurs secrets qui seront explorés plus en profondeur dans les chapitres suivants. À mesure que le groupe progressait dans le tunnel glacé, de petits conflits commencèrent à surgir, exacerbant les tensions. Camille ressentait le besoin de consigner chaque découverte, mais Vincent, soucieux de la sécurité, insistait pour qu'il privilégie la progression physique. Ce désaccord engendra des frictions mineures, exacerbées par la fatigue et la peur de l'inconnu. Chaque décision, quand s'arrêter ou poser le pied, quel passage emprunter, devint lourde de conséquences émotionnelles, mettant à rude épreuve leur patience et leur confiance mutuelle. Parallèlement, Sophie commença à déchiffrer les symboles sur les parois du tunnel, réalisant que certains n'étaient pas de simples ornements. Ils indiquaient des itinéraires alternatifs, des pièges potentiels et des endroits où la glace était plus instable. Cela donna naissance à une intrigue secondaire intellectuelle, une sorte de chasse au trésor archéologique exigeant rapidité d'esprit et travail d'équipe. Chaque nouvel indice décodé alimentait à la fois espoir et crainte, car il laissait supposer que quelque chose ou quelqu'un surveillait leur progression. Lucien, quant à lui, était confronté à une pression physique plus intense. Lors d'un passage étroit, une fissure faillit provoquer un effondrement et il dut improviser avec des cordes et du matériel d'escalade. Cette tension physique contrastait avec les intrigues secondaires intellectuelles et émotionnelles, soulignant le danger constant du milieu. Chaque réussite ou échec dans ce passage exacerbait la tension pour tous, illustrant comment l'environnement influençait les interactions du groupe. Étienne, toujours en retrait, commença à influencer le récit indirectement. Il jouait avec les petits pièges naturels. Rochers instables, courants d'air obscurcissant la lumière, voire des blocs de glace forçant le groupe à se séparer. Sa présence instaura une méfiance grandissante. Qui lui faisait confiance? Qui soupçonnait ses intentions cachées? Cette tension psychologique complexifiait le récit, rendant chaque décision plus cruciale. Entre-temps, les traces du groupe disparu en 1982 commencèrent à ressurgir avec plus d'intensité. De vieux sacs à dos, des fragments de cordes et des objets personnels semblant avoir traversé les âges conféraient une dimension émotionnelle au récit. Camille se sentait proche de ces jeunes, non seulement par curiosité historique, mais aussi par compréhension de la peur et de la vulnérabilité qu'ils avaient probablement éprouvée. Cette intrigue secondaire, empreinte d'émotion,
permettait d'explorer les personnages sans recourir à de longs monologues, illustrant ainsi l'influence du passé sur le présent. Un sentiment d'urgence s'installa lorsqu'une fissure dans le tunnel commença à s'élargir, laissant présager un effondrement imminent. Le groupe comprit qu'il devait progresser rapidement, ce qui obligea à concrétiser les enjeux intellectuels, physiques et émotionnels. Chaque personnage dut agir selon ses capacités. Vincent en tête, Sophie cherchant des itinéraires alternatifs, Lucien assurant la sécurité du groupe, Camille documentant la progression et Étienne gérant les difficultés en silence. Parmi ces intrigues secondaires, de petites interactions personnelles ont enrichi le récit. Camille et Vincent, malgré des frictions initiales, ont commencé à développer une compréhension tacite, une communication fondée sur des actions et des observations partagées. Lucien et Sophie, quant à eux, ont instauré une dynamique de coopération concrète, venant compléter le leadership et les décisions stratégiques de Vincent. Chaque relation s'est développée naturellement, mêlant tension et camaraderie. Au point culminant du récit, le groupe découvrit une vaste chambre, partiellement inondée d'eau glacée, qui semblait être un point central du passage secret. Cet espace offrait des preuves plus concrètes du sort du groupe de 1982. Des inscriptions dans la glace, des vestiges d'équipement et des traces de tentatives d'évasion désespérées. Là, toutes les intrigues secondaires convergeaient. L'intelligence de Sophie, le courage physique de Lucien, le leadership de Vincent, la documentation de Camille et l'intervention calculée d'Étienne, créant un moment d'une intense complexité narrative. Avant de quitter la chambre, un événement inattendu se produisit. La fissure d'entrée s'effondra partiellement, isolant temporairement le groupe. Ils comprirent alors que chaque action entreprise jusqu'alors, chaque décision, qu'elle soit émotionnelle ou stratégique, avait été cruciale pour leur survie à cet instant précis. L'urgence de la situation et la convergence des intrigues secondaires rendirent évident qu'il était impossible de laisser quoi que ce soit au hasard. Au final, le récit des intrigues secondaires renforce l'arc narratif principal. Le groupe doit non seulement affronter les dangers physiques de la montagne, mais aussi découvrir des secrets du passé et se retrouver mis à l'épreuve sur de multiples plans, physiques, émotionnels, intellectuels et psychologiques. Chaque personnage gagne en profondeur et la complexité des interactions accroît la tension, préparant le terrain pour tournance, qui sera révélé dans le prochain sujet. Le groupe progressait avec précaution dans la chambre partiellement inondée, chaque pas mesuré sur la fine glace. Les lumières des lampes torches se reflétaient sur les parois humides, révélant d'étranges motifs qui semblaient pulser à mesure qu'ils approchaient du cœur du passage. Un silence absolu régnait, seulement troublé par le goutte à goutte de l'eau de fonte et l'écho lointain du vent s'engouffrant par la crevasse effondrée. Même Étienne, qui d'ordinaire menait le récit par le silence, paraissait mal à l'aise. Soudain, un bruit sourd et sec résonna derrière eux. La glace au-dessus de l'entrée s'était partiellement effondrée, bloquant la sortie par laquelle ils étaient entrés. Le groupe se retourna, surpris, réalisant qu'il était trop tard pour rebrousser chemin. Vincent accéléra le pas, menant l'exploration vers l'intérieur, mais la crevasse qui leur avait paru sûre montrait maintenant des signes de grave instabilité. L'effort physique était devenu une menace de mort imminente. C'est à ce moment précis qu'une découverte changea tout. Parmi les débris d'un vieux sac à dos, Camille trouva une photographie partiellement conservée par la glace. Elle montrait les 5 jeunes gens disparus en 1982, mais quelque chose était troublant. L'une des personnes sur la photo semblait reconnaître Vincent. Un instant, il resta figé, submergé par la confusion et l'incrédulité. C'était impossible. Cette personne avait disparu 20 ans auparavant, et pourtant l'image suggérait un lien direct avec le présent. Étienne s'avança silencieusement, observant la réaction de Vincent avec un regard mêlant soulagement et vigilance. « Ce n'est pas un hasard si tu es là, » dit-il d'une voix basse et posée. « Ils n'ont jamais vraiment disparu, et maintenant tu comprends enfin pourquoi. » La révélation frappa le groupe comme un choc. Il ne s'agissait pas d'une simple disparition ancienne, mais de quelque chose qui avait été intentionnellement manipulé, dissimulé et protégé.
Tandis que Vincent assimilait l'impact de la photographie, Sophie lui montra des inscriptions nouvellement formées dans la glace qui n'étaient pas là auparavant. Il s'agissait de symboles qui semblaient raconter l'histoire du groupe disparu, mais d'une manière totalement imprévisible. Les gravures suggéraient que les jeunes gens avaient été capturés par des forces qui dépassaient le contrôle humain et naturel, prisonniers d'un réseau de grottes cachées au passage obstrué que seul le récent dégel avait commencé à révéler. Le groupe comprit qu'Étienne n'était pas un simple guide ou observateur. Il était le gardien d'un secret ancestral, chargé de maintenir l'équilibre entre la montagne et ceux qui osaient s'aventurer dans ces passages cachés. Son obsession, jusque-là incompréhensible, prenait désormais tout son sens. Il savait précisément ce qui pouvait arriver si le groupe avançait imprudemment, et il savait que le danger n'était pas seulement physique, mais aussi temporel et historique. Au paroxysme émotionnel de ce tournant décisif, Vincent ressentit l'immense pression de la situation. Chaque décision prise, chaque choix de chemin, chaque instant de tension l'avait mené à ce moment précis. Il comprit que la montagne recelait bien plus que de la glace et de la pierre. Elle abritait des souvenirs, des mystères et des conséquences qui défiaient toute explication rationnelle. Et surtout, chacun d'eux était lié aux disparus d'une manière inimaginable. À mesure que le groupe progressait, un nouveau passage apparut, révélant une chambre encore plus profonde. Des signes évidents indiquaient que les jeunes disparus avaient laissé des indices à retrouver, mais non sans avoir mis à l'épreuve le courage, l'intelligence et l'éthique de tout intrus. C'était une épreuve, une sorte d'énigme posée sur la glace pour ceux qui oseraient percer le mystère. Étienne finit par révéler une partie de ses motivations. 20 ans plus tôt, il avait juré de protéger le secret de la montagne et d'empêcher quiconque de subir le même sort que les disparus. Mais à présent, face à Vincent et Camille, il se sentait contraint de les laisser passer, car le passage ouvert par la fonte des neiges exigeait que le secret soit enfin dévoilé. Le conflit psychologique atteignit son paroxysme. Confiance contre méfiance, curiosité contre prudence et la peur d'affronter des vérités susceptibles de bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir. Dès leur entrée dans la chambre profonde, le groupe comprit que le tournant n'était pas seulement physique, mais aussi symbolique. Il se trouvait au seuil d'un passé irrésolu et de la possibilité d'une révélation qui changerait tout. L'histoire prenait alors une nouvelle direction, chargée de tension, de mystère et de l'espoir de découvertes insoutenables, promettant un dénouement surprenant et retentissant. La chambre profonde était silencieuse, hormis le clapotis de l'eau et le craquement lointain de la glace qui menaçait de s'effondrer. Vincent prit une profonde inspiration, tentant de rassembler ses idées. La révélation d'Étienne concernant le lien direct avec les disparitions de 1982 avait non seulement ébranlé sa confiance envers le guide, mais avait aussi mis en lumière l'ampleur du mystère auquel ils étaient confrontés. Le poids de la responsabilité devenait palpable. Chaque pas en avant pouvait bouleverser non seulement leur vie, mais aussi l'héritage d'un secret vieux de 20 ans. Camille, tenant la photographie avec précaution, ressentait la pression de documenter non seulement des preuves matérielles, mais aussi le récit vivant d'événements qui allaient à jamais changer la perception de l'histoire de la région. Elle comprit que ces notes et ces enregistrements avaient désormais des implications morales. Chaque détail pouvait confirmer ou infirmer de vieilles rumeurs, et chaque photographie ou symbole consigné pouvait provoquer des répercussions profondes au sein de la montagne. Épuisé, Lucien commença à réagir concrètement à l'instabilité du lieu. Il renforça les passages avec des cordes, ajusta les angles d'escalade et chercha des points d'ancrage sûrs, veillant à ce que personne ne se perde. Son action directe contrastait avec la tension émotionnelle de Vincent et Camille, mais elle contribua aussi à stabiliser le groupe, démontrant qu'en situation de crise, des décisions concrètes étaient essentielles à la survie. Sophie, en examinant les symboles gravés dans la glace, remarqua quelque chose d'alarmant. Certaines inscriptions n'étaient pas anciennes, mais récentes, indiquant que quelqu'un, peut-être Étienne ou un autre inconnu, continuait de manipuler le passage.
Ce soupçon engendra immédiatement des tensions au sein du groupe. Chaque décision ne dépendait plus seulement de la survie, mais aussi de la nécessité de discerner à qui faire confiance et jusqu'où il pouvait aller sans tomber dans des pièges. Sentant la méfiance grandissante, Étienne prit une décision audacieuse. Il dévoila en partie son histoire personnelle, expliquant que depuis son plus jeune âge, il étudiait la montagne, cherchant à empêcher d'autres de s'y perdre comme il avait failli le faire des années auparavant. Cette confession eut un double effet. Elle apporta un certain soulagement, mais complexifia aussi la situation, car chacun savait désormais que la crevasse et ses cavités recelaient bien plus que de la glace et de la roche. Elles abritaient des choix moraux et des secrets qui exigeaient une grande prudence. L'impact émotionnel se propagea rapidement. Vincent comprit que la responsabilité de cette avancée n'incombait pas uniquement à lui. Chacun avait un rôle essentiel à jouer dans la résolution de l'énigme. Camille commença à collaborer de manière plus stratégique, conciliant la nécessité de consigner les informations et la priorité absolue donnée à la sécurité du groupe. Lucien intensifia sa vigilance physique, renforçant chaque point à risque. Sophie, quant à elle, alliait analyse intellectuelle et action concrète, signalant les passages instables et les écueils potentiels. Au fil de leur progression, ils découvrirent que certaines petites chambres étaient reliées par d'étroits passages partiellement effondrés, preuve que le groupe disparu en 1982 avait exploré toutes les pistes possibles avant de disparaître. Cette révélation permit non seulement de mieux comprendre les événements passés, mais contraignit également le groupe à revoir ses stratégies de déplacement et de coopération. Chaque décision avait des conséquences immédiates, et la moindre erreur risquait de reproduire le sort tragique du groupe initial. Au plus fort de la crise, une petite avalanche interne isola Vincent et Camille de Lucien et Sophie pendant quelques minutes. La tension monta. C'était un test direct de la capacité du groupe à réagir sous pression, et chacun prit conscience de l'importance cruciale de la confiance et de la communication. Étienne observa, sans intervenir directement, laissant le groupe vivre pleinement la pression, ce qui consolida l'apprentissage et la croissance qui allait suivre. La pression du temps et l'instabilité du contexte ont poussé chaque personnage à réagir de manière singulière. Vincent s'est mué en leader calculateur. Camille a su trouver un équilibre entre enregistrement et analyse. Lucien a assuré la protection physique. Sophie a résolu les problèmes intellectuels et Étienne a continué de manipuler subtilement la situation. Cette convergence de compétences et de réactions a mis en lumière l'interdépendance du groupe et l'importance des conséquences de chaque choix individuel. Le groupe se rassembla dans la salle centrale, épuisé mais conscient d'avoir franchi une ligne cruciale. Les événements passés et les actions présentes étaient désormais inextricablement liés. La chambre centrale, désormais partiellement éclairée par la lueur des lampes torches se reflétant sur la glace, était devenu un terrain d'expérimentation pour chaque membre du groupe. Les passages étroits et instables n'étaient plus de simples obstacles physiques. Ils représentaient des défis psychologiques exigeant des décisions rapides, du courage et une grande capacité d'adaptation. Vincent ressentait la pression du leadership plus intensément que jamais. Chaque étape devait trouver un équilibre entre sécurité et progression, entre science et instinct. Camille, qui avait d'abord eu du mal à concilier la consignation des découvertes et la nécessité de survivre, acquit une confiance nouvelle. En organisant les symboles et les photographies découverts, elle commença à anticiper des schémas, suggérant des itinéraires plus sûrs et des stratégies de navigation. Son évolution fut non seulement intellectuelle, mais aussi pratique. Elle commença à diriger de petits groupes dans des sections critiques du tunnel, prenant des décisions qu'elle aurait auparavant déléguées à Vincent. Lucien, toujours soucieux de la sécurité physique du groupe, commença à faire preuve d'une grande polyvalence. Face à une chambre partiellement inondée, il improvisa un pont de glace avec des cordes et des morceaux de bois trouvés sur place, permettant ainsi au groupe de traverser sain et sauf.
Son intervention fut rapide et décisive, démontrant que la progression n'était pas seulement psychologique, mais aussi le fruit de l'expérience, de l'improvisation et du courage. Sophie a fait preuve d'une maturité intellectuelle et émotionnelle remarquable, en déchiffrant des séquences complexes de symboles et d'inscriptions dans la glace. Elle a compris que certaines marques étaient des codes laissés par l'expédition de 1982 pour guider les futurs explorateurs, une leçon d'ingéniosité et d'adaptation qui ne pouvait être comprise qu'à travers une interprétation minutieuse et une action immédiate. Son aptitude à décoder les indices et à prendre des décisions stratégiques s'est avérée cruciale pour la survie et la progression du groupe. Étienne, dont la présence avait été jusque-là une force silencieuse et manipulatrice, commença à interagir plus directement. Il partagea des instructions cruciales sur les passages instables, témoignant d'une confiance partielle envers le groupe et leur permettant de mettre en pratique leurs compétences acquises. Sa transformation fut subtile. D'un gardien solitaire et méfiant, il devint un mentor, permettant à l'équipe de gagner en autonomie sans jamais perdre de vue la sécurité. Au fil de leur progression, le groupe se trouva confronté à un passage particulièrement périlleux, un étroit couloir recouvert d'une fine couche de glace et de profondes crevasses. Chaque pas exigeait coordination, assurance et maîtrise de soi. Vincent menait la marche avec précision, s'appuyant sur Camille et Lucien pour guider et soutenir les autres membres. Sophie déchiffrait d'anciennes inscriptions, garantissant ainsi que chaque mouvement était fondé sur des connaissances, et Étienne fournissait en temps opportun des informations sur la stabilité et les risques. La véritable épreuve de leur progression survint lorsque le passage s'effondra partiellement derrière eux, isolant la sortie principale. Au lieu de paniquer, le groupe réagit de manière coordonnée. Ils improvisèrent des itinéraires alternatifs, renforcèrent les points critiques avec des cordes et mirent à profit les leçons tirées des obstacles précédents. Le résultat fut à la fois physique et psychologique. Chaque membre prit conscience que la progression exigeait adaptation, confiance mutuelle et responsabilité partagée. Au plus fort de cette réflexion, Vincent a pris conscience de la dimension émotionnelle du défi. En examinant les vestiges du groupe de 1982, matériel, photographie et symboles, il a compris que cette histoire n'était pas seulement une histoire de survie, mais aussi une histoire d'héritage, de courage et d'enseignement pour ceux qui osent aller de l'avant. Cette prise de conscience a transformé son approche du leadership. Il a commencé à agir non seulement comme un guide, mais aussi comme un mentor pour le groupe, trouvant un équilibre entre risque, exploration et protection. Camille, Lucien et Sophie ont également manifesté des changements significatifs. Camille a su allier intelligence et action concrète, Lucien a combiné courage physique et improvisation stratégique, et Sophie a intégré analyse logique et prise de décision immédiate. Étienne, quant à lui, est passé d'un observateur manipulateur à un collaborateur engagé, permettant au groupe de mettre en pratique les compétences acquises sous sa supervision. Au terme de l'expédition, le groupe atteignit une section de la montagne où la glace commençait à se stabiliser, signe qu'ils avaient franchi la phase la plus critique du voyage. La transformation individuelle et collective était complète. Ils n'étaient plus les mêmes explorateurs qu'au moment de leur entrée dans la crevasse. Ils possédaient désormais confiance, esprit de coopération et une profonde compréhension de l'environnement et du patrimoine qu'ils exploraient. La route à parcourir comportait encore des risques, mais chaque personnage avait acquis suffisamment de compétences, de courage et de discernement pour affronter les défis à venir. Le groupe progressa dans la dernière partie du tunnel, où la glace commençait à céder et où les parois inclinées menaçaient de s'effondrer à tout moment. Chaque pas exigeait une attention maximale, et la pression du temps était palpable. Le dégel se poursuivait, et de petites fissures laissaient présager que la montagne pourrait s'écrouler avant la fin de leur exploration. C'était une ultime épreuve d'endurance, de stratégie et de courage. Vincent menait l'expédition avec un calme tendu. Il savait que chaque décision avait désormais une importance capitale. Choisir la mauvaise voie ou hésiter pouvait mener au désastre.
Camille tenait des registres détaillés, consignant symboles et découvertes, mais ses notes servaient désormais aussi de guide stratégique pour le groupe. Lucien renforçait les points critiques, improvisant des appuis là où la glace menaçait de céder. Sophie déchiffrait les signes avec rapidité et précision, repérant les itinéraires sûrs, tandis qu'Étienne, qui collaborait désormais ouvertement, donnait des instructions sur les zones particulièrement instables. De petits obstacles surgissaient à chaque tournant, effondrements partiels, passages étroits inondés et plaques de glace mouvantes. Chacun exigeait non seulement une grande habileté physique, mais aussi des décisions rapides de l'équipe. La tension devenait presque insoutenable. Le groupe ressentait simultanément le poids du passé et le risque du présent. Les intrigues personnelles se sont également rejointes. Camille a fait preuve d'un leadership intellectuel. Lucien a agi avec courage et improvisation. Sophie a appliqué un raisonnement logique sous pression. Et Étienne a su trouver le juste équilibre entre expérience et supervision. Les petites tensions émotionnelles, confiance, méfiance, peur et courage, se sont désormais concrétisées en actions tangibles, préparant chacun au moment décisif. Alors qu'ils traversaient un pont de glace naturel, une fissure céda partiellement sous les pieds de Lucien, qui conserva son équilibre un instant crucial, sauvant ainsi Camille qui le suivait de près. Cet incident fut un avertissement sans équivoque. La montagne exigeait respect et précision. Chaque pas était mesuré, chaque décision cruciale. Le groupe commença à fonctionner presque par télépathie, se déplaçant de manière coordonnée et appliquant tout ce qu'il avait appris durant le périple. À mesure qu'ils avançaient, les symboles gravés sur les murs devenaient plus intenses et complexes, indiquant la proximité du cœur du mystère. La chambre, où les disparus de 1982 avaient laissé leurs derniers indices. Sophie déchiffra un motif qui indiquait une sortie finale ou une révélation, mais elle avertit que la moindre erreur serait fatale. Chacun des explorateurs comprit qu'il était sur le point d'affronter l'apogée de son défi physique, intellectuel et émotionnel. La pression psychologique s'intensifia. Le groupe prit conscience qu'Étienne détenait un savoir capable de les sauver ou de les condamner, et que le contrôle qu'il exerçait, bien que partagé, demeurait invisible. Il leur fallait faire confiance à son expérience sans pour autant s'aveugler sur leur propre jugement. La tension entre confiance et méfiance atteignit son paroxysme, rendant chaque décision stratégique plus cruciale encore. À l'approche de la dernière salle, le passage se rétrécit considérablement. Des rochers instables menaçaient de s'effondrer et des blocs de glace étaient suspendus au-dessus d'eux. Vincent prit la tête, guidant le groupe avec détermination, tandis que Lucien et Camille vérifiaient la stabilité du passage à chaque pas. Sophie lisait les symboles plus détaillés, donnant des indications précises, et Étienne veillait à la sécurité générale, signalant les dangers que personne d'autre ne remarquerait. Le groupe aperçut enfin l'entrée de la chambre centrale, épicentre du mystère. La tension était à son comble. Il ne s'agissait plus seulement de traverser l'espace, mais d'affronter l'héritage laissé par les disparus. Forts de leur expérience, les personnages étaient prêts à relever le défi imminent. Action coordonnée, réactivité et courage acquis tout au long du périple devinrent indispensables pour surmonter l'ultime obstacle. L'atmosphère était désormais un mélange de glace, de pierre et d'histoire, chaque détail contribuant à attiser la tension du lecteur. Le groupe comprit que le dénouement exigerait un effort physique, mental et émotionnel maximal. Chaque intrigue secondaire résolue, peur, confiance, leadership, collaboration convergeait vers ce point. Le rythme du récit s'accéléra, créant un sentiment d'urgence et d'attente. Le moment décisif était proche. Ce n'était pas seulement physique, mais aussi symbolique. Le groupe était sur le point d'affronter les secrets de la montagne, de découvrir la vérité sur les disparitions de 1982 et de décider comment gérer les conséquences de leur découverte. Le décor était planté, les personnages avaient évolué et la tension était à son comble.
L'entrée de la chambre centrale s'ouvrit devant le groupe, révélant un espace plus vaste que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Des stalactites de glace pendaient du plafond, reflétant la lumière des lampes torches comme des lames scintillantes. Au centre, des objets épars témoignaient de la présence des jeunes disparus en 1982. Sacs à dos, cordes, fragments d'équipement et empreintes de pas figées dans le temps. Mais il y avait plus encore, une structure insolite de glace et de pierre, presque un sanctuaire improvisé, suggérant que les disparus avaient tenté de consigner symboliquement leur histoire. Vincent s'avança le premier, sentant la tension physique et émotionnelle atteindre son paroxysme. Chaque pas était calculé avec soin, mais son instinct lui criait que la moindre hésitation pourrait lui coûter cher. Camille suivait, prenant des notes détaillées, tandis que Lucien renforçait les points critiques et que Sophie déchiffrait les symboles indiquant des passages secrets ou des pièges naturels. Étienne restait en retrait, observant et n'intervenant qu'en cas de nécessité. Le premier moment critique survint lorsqu'une section de glace du plafond s'effondra partiellement, provoquant une pluie de fragments qui obstruèrent en partie la sortie par laquelle ils étaient entrés. Le groupe réagit promptement et avec précision. Lucien soutint une partie de la structure à l'aide de cordes improvisées, Vincent guida les autres vers un détour sûr et Sophie déchiffra des symboles indiquant un autre chemin. Cette action coordonnée révéla l'évolution de chaque personnage. Courage, raison et coopération convergèrent au paroxysme de la tension. En empruntant un autre chemin, ils découvrirent un passage latéral qui révéla une chose surprenante. Des corps conservés par la glace, mais portant des signes de survie plus longues qu'on ne le pensait. Parmi eux, une silhouette semblait encore en état d'hibernation partielle, comme si le temps s'était arrêté pour elle. Vincent comprit que les disparus de 1982 n'avaient pas simplement été victimes de la montagne. Ils avaient été confrontés à un mécanisme ou un phénomène naturel qui les avait maintenus en vie, prisonniers d'une capsule de glace instable. C'est alors qu'Étienne révéla le dernier chapitre de son histoire. Il avait gardé secret l'emplacement exact de ce passage pendant des décennies, évitant ainsi aux curieux de s'y perdre ou de subir le même sort. Mais le récent dégel avait dévoilé le secret, et il ne pouvait plus empêcher la vérité d'éclater. La tension était à son comble. Confiance, surprise et peur s'entremêlaient, et chacun sentait que l'instant décisif allait bouleverser non seulement leur survie, mais aussi le destin de décennies de mystère. Le coup de théâtre final survint lorsque la silhouette partiellement conservée ouvrit les yeux, révélant non seulement la vie, mais aussi la conscience. Il s'agissait de l'un des jeunes hommes disparus en 1982, un survivant d'un phénomène naturel exceptionnel qui l'avait maintenu en vie dans un état quasi léthargique. Cette découverte bouleversa complètement le récit. Le groupe devait désormais faire face non seulement à la montagne, mais aussi à la responsabilité de s'occuper de celui qui avait vécu 20 ans isolé dans la glace. Vincent a pris la décision de secourir la statue, guidant le groupe avec courage et stratégie. Camille a documenté chaque étape, veillant à la préservation du récit, tandis que Lucien a mis à profit sa force et son habileté physique pour stabiliser l'environnement. Sophie a déchiffré les signes dans la glace indiquant les zones de déplacement sécurisées. Et Étienne a finalement pleinement collaboré, permettant au groupe d'appliquer toutes les connaissances acquises au cours de cette expédition. Le dénouement ne s'est pas limité au sauvetage. Il a aussi engendré une transformation visible chez chacun. Vincent a consolidé son leadership avec équilibre et empathie. Camille a allié action et analyse avec assurance. Lucien a fait preuve d'habileté physique et d'improvisation sous pression. Sophie a intégré raisonnement, courage et réactivité. Étienne est passé d'un protecteur discret à un mentor collaboratif. La montagne finit par céder aux efforts concertés du groupe. Des passages auparavant bloqués furent franchis, des secrets bien gardés révélés, et les personnes disparues en 1982 furent retrouvées et leurs histoires documentées.
Le conflit central, lié à la disparition et au mystère du passage secret, se résolut d'une manière inédite, mêlant survie, découverte scientifique et révélation humaine surprenante. Avec cette découverte, le récit atteignit son apogée. Le mystère du groupe disparu fut non seulement résolu, mais se transforma en une histoire captivante et marquante pour tout lecteur ou spectateur. Chaque personnage, ayant affronté ses peurs, ses limites et ses dilemmes, en ressortit grandi, ses compétences consolidées et une profonde compréhension de l'héritage de la montagne. Le soleil se reflétait sur les sommets des Alpes françaises, diffusant sa lumière sur le groupe qui émergeait de la crevasse. La tension, la peur et l'épuisement des derniers jours avaient laissé place à un sentiment d'accomplissement et de soulagement. Vincent contempla les alentours, assimilant l'ampleur de leur découverte. Les disparus de 1982, les secrets du passage caché et la complexité du phénomène naturel qui avait sauvé la vie de l'un des jeunes hommes. Chaque détail avait été consigné, documenté et compris, et l'histoire pouvait désormais être partagée avec le monde entier. Camille marchait aux côtés de Vincent, ses notes méticuleuses et précises. Cette expérience l'avait transformé, lui montrant que l'équilibre entre curiosité, analyse et action était essentiel à toute exploration. Elle comprenait désormais que les découvertes matérielles n'étaient pas les seules à compter, mais que les conséquences émotionnelles et morales de chaque décision prise en montagne étaient tout aussi importantes. Lucien, toujours pragmatique, était fier du groupe et de ses propres actions. Chaque improvisation, chaque pas risqué sur la glace, chaque décision prise rapidement avait sauvé des vies. Son courage physique s'alliait désormais à une grande confiance en son leadership et en ses aptitudes à collaborer. Sophie, à ses côtés, méditait sur la complexité des symboles qu'elle avait déchiffrés et sur l'importance de partager ce savoir avec le monde scientifique et historique, unissant ainsi passé et présent. Étienne put enfin respirer, libéré de la tension qui le hantait depuis des décennies. Son rôle de gardien silencieux avait laissé place à celui de collaborateur conscient. Il comprenait que le secret qu'il avait si longtemps gardé pouvait désormais être révélé en toute sécurité et avec responsabilité, transformant son sens du devoir en un héritage partagé. Cette collaboration permit au groupe non seulement de survivre, mais aussi de grandir et d'apprendre les uns des autres. Le jeune survivant de 1982, que l'on faisait sortir avec précaution de la chambre, incarnait l'histoire que la montagne avait si longtemps gardée. Sa présence non seulement confirmait toutes les théories sur la disparition, mais symbolisait aussi l'espoir, la résilience et la solidarité humaine face au mystère et à l'adversité. Cette révélation allait avoir un impact bien au-delà des montagnes, transformant l'affaire en un phénomène viral, non seulement en raison de l'étrangeté de ce temps figé, mais aussi grâce au témoignage vivant de celui qui avait défié la nature et le passage du temps. Tandis que le groupe regagnait la vallée, le paysage environnant paraissait moins menaçant et plus majestueux. Chaque personnage avait connu une transformation visible. Vincent avait consolidé son leadership et son empathie. Camille avait intégré action et intellect. Lucien avait combiné courage et improvisation. Sophie avait uni analyse et prise de décision rapide, et Étienne avait trouvé un équilibre entre secret et collaboration. Les conséquences des actions du groupe étaient évidentes. Ils avaient résolu l'énigme centrale, assuré la survie de tous, documenté de précieuses découvertes et respecté l'héritage du passé. L'histoire pouvait désormais être partagée de manière responsable, touchant les villages, les historiens, les scientifiques et un public mondial. Le récit s'achevait sur une conclusion émouvante. Danger, découverte et développement convergeaient en une résolution cohérente et significative. Au loin, la crevasse semblait s'apaiser, comme si la nature elle-même reconnaissait l'équilibre retrouvé. Le mystère était résolu, mais le souvenir des disparus et le courage des explorateurs demeuraient, témoignant de la force humaine face à l'inconnu. Le voyage s'achevait, mais l'impact de cette découverte résonnerait à travers les âges, transformant les peurs ancestrales en savoir.
le mystère en compréhension et les défis en chemin vers un épanouissement collectif. Des mois plus tard, Vincent publia un rapport détaillé sur l'expédition, tandis que Camille transforma ses notes en livres et en documentaires. Lucien et Sophie poursuivirent leurs travaux sur des projets d'exploration alpine, désormais reconnus pour leurs compétences exceptionnelles. Étienne, enfin libéré de la surveillance silencieuse, partagea son expérience lors de conférences mettant en garde contre les dangers et les mystères de la montagne. Le jeune survivant de 1982 trouva la paix et se réinséra dans la société. Dans les villages de la vallée, les récits de la disparition et de la découverte du dégel devinrent une légende vivante, nous rappelant que le courage, le mystère et l'amitié façonnent les destins, même des décennies plus tard. Si les secrets du Mont Blanc et l'histoire du groupe disparu en 1982 vous ont intrigué, partagez ce récit avec vos proches. N'hésitez pas à commenter ci-dessous et à partager vos théories sur ce qui pourrait encore se cacher dans les profondeurs de la montagne. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les futures explorations et découvrir de véritables mystères qui défient le temps et la logique. Chaque découverte, chaque récit est une occasion unique de vivre le courage, le suspense et d'acquérir des connaissances. Ne manquez pas cette chance de vous plonger dans des histoires qui mêlent aventure, mystère et émotion.